Savary, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité des rencontres de Cannes 2016, sinologue spécialiste de la pensée chinoise, auteur d'une quinzaine d'ouvrages, et puis ce livre, Sagesse de Confucius. Avant de parler de ce qu'a apporté Confucius, quel était le personnage Confucius? Quel type de personnage était-il? Qui était-il? Qui était-il? Il était un personnage de petite noblesse ruinée. Il a travaillé toute sa vie pour gagner son riz. Mais surtout, il a créé la première école privée du monde. C'est en cela qu'il est le saint patron de tous les professeurs. Et en disant « j'offre mon enseignement à quiconque, ne me donnerait-il en échange que quelques lamelles de viande séchée », qui est un des diamants de la cuisine chinoise, eh bien il s'appelle l'ordre féodal, puisque à son époque, seuls les fils de nobles avaient le droit de recevoir l'éducation. Et ce faisant, il posait l'idée que la noblesse de sang ne l'intéressait pas, que seul comptait pour lui la noblesse de cœur, et que la différence entre les deux, c'est que la noblesse de sang se reçoit, alors que la noblesse de cœur s'acquiert. Et elle s'acquiert comment? Par un constant effort d'amélioration de soi, qu'il appelait l'étude, qui n'avait rien de livresque, mais qui est cette tension pour toujours essayer de faire mieux. Et par exemple, il disait commettre une faute, ne pas avoir l'attitude appropriée à un moment, et ne pas s'en corriger, c'est ça la faute. C'est-à-dire qu'on fait tous des erreurs. Mais la première chose importante, c'est d'abord de s'en apercevoir, donc pour ça aiguiser sa perception morale, et deuxièmement, une fois qu'on s'en est aperçu, de s'en corriger pour ne pas recommencer. Alors, il l'a dit, en effet, mais il y a des écrits aujourd'hui. Et d'où viennent ces écrits? Alors, il vivait autour du 5e siècle avant l'ère commune. Il est contemporain de Socrate. Et il est comme Socrate, un des derniers qui n'ait fait que parler. Il n'a jamais rien écrit de sa vie. Mais après, ses disciples ont rencontré toutes les personnes qui l'avaient rencontré pour faire une sorte de petit livre qui a l'air d'être complètement décousu, ni queue ni tête. On croirait des cut-ups d'un magnétophone qu'on a laissé traîner sur une table. Et qui se trouve être, comme le disait le sinologue belge Pierre Ryckmans, le livre qui a été lu par le plus d'humains au monde. Car si on multiplie les 2500 ans qui nous séparent de Confucius par les millions de Chinois, on arrive à un livre qui a été lu par beaucoup d'humains. C'est ce qu'on appelle les entretiens, c'est ça? Exactement. Et la première traduction date il y a 3 siècles. 3 siècles, c'est ça? Même pas, oui, c'est les jésuites qui l'ont traduit pour la première fois en langue occidentale. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Confucius? S'il y avait 2-3, qu'est-ce que vous retenez, vous? Plusieurs choses. Plusieurs choses qui montrent que son enseignement n'a pas pris une ride. Bon, d'abord, cette idée que la seule chose qui est intéressante, c'est de s'améliorer sans cesse, comme on vient de dire. C'est ensuite une phrase. Là, il faut dire qu'effectivement, c'est un peu dommage, mais Confucius a copié Kant. Un de ses disciples lui demandait est-ce qu'il y aurait une règle morale qui permettrait de juger de la moralité d'un acte, et il lui a répondu ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Et ce qu'il y a d'important là, c'est que ça veut dire que la règle morale, elle ne vient pas du ciel, elle ne vient pas du palais, elle ne vient pas du juge, elle vient du cœur. Chacun est capable de juger de la moralité d'un acte en se demandant est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse? Non, alors je ne vais pas le faire aux autres. Et puis une phrase très importante à notre époque, qui est taraudée par le problème de la laïcité, c'est cette phrase qui se dit en chinois Jingwei Shen Yuanzi. Ça veut dire mot à mot respecter les démons et les dieux et s'en tenir éloigné. Respecter les religions et les superstitions parce qu'il y a des gens qui y croient et qu'on n'a jamais le droit de se moquer d'une croyance, mais s'en tenir éloigné parce que ce ne sont que des croyances. Donc sa philosophie a plus que jamais un sens aujourd'hui? Oui. En fait, c'est lui l'inventeur de l'humanisme. Et l'humanisme n'a pas de frontières, et nous sommes tous des humains. Et comme il disait lui-même, toutes les relations entre humains sont du type frère aîné, frère cadet. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que tous les humains sont une même famille. Ça va sans dire, mais ça va nettement mieux en le disant. Et deuxièmement, que dans la vie, toutes les relations sont hiérarchisées. Il y a toujours quelqu'un à qui on obéit et quelqu'un qui nous obéit. Et l'archétype de cela, c'est le modèle de la famille. L'enfant obéit à ses parents, non pas parce que ses parents sont d'origine divine, mais parce que
c'est le meilleur moyen d'apprendre à l'enfant à devenir parent à son tour. Et que ce qui fait que cette hiérarchisation n'est pas figée dans des classes ou dans des castes, c'est qu'elle est mobile. Et que donc les enfants deviennent parents et que ceux qui obéissent deviennent ceux à qui on obéit avec l'âge, avec la sagesse, avec s'ils ont réussi ce travail d'amélioration de soi-même auquel nous invite Confucius. Dans ce livre, vous revenez beaucoup, évidemment, c'est la trame sur les entretiens, sur la pensée de Confucius, et puis il y a ces cartes d'étachats à la fin, 14 cartes d'étachats avec les principaux disciples de Confucius. Vous nous parlez de quelques-uns peut-être de ces disciples? Oui, c'est intéressant parce que c'est des portraits imaginaires, on n'a aucun image d'eux, mais en même temps, quand en 1987, il y a eu toute une série télévisée sur Confucius, et il y avait des produits dérivés, et en particulier un jeu de cartes avec les différents acteurs, ce qui fait qu'on a quelque chose qui ressemble vraiment, et puis qui ont le caractère de ces gens. Il y avait par exemple Tselou, le bretteur, son plus fidèle disciple, celui qui l'a suivi pendant 40 ans, qui avait juste 9 ans de moins que lui, donc avec qui il avait un rapport fraternel, il était le seul qui pouvait l'engueuler. Et puis il y avait Yen Hui. Yen Hui, c'est un peu son Saint-Jean, c'est son fils spirituel, et Yen Hui avait beaucoup d'élégance. Un jour, ils sont attaqués par des bandits et on ne trouve pas Yen Hui. Et donc il s'inquiète beaucoup, et puis Yen Hui apparaît, et à ce moment-là, Confucius dit « Ah, Yen Hui, je te croyais mort. » Et Yen Hui lui a répondu « Maître, vous vivant, comment pourrais-je mourir ?» Et pourtant, c'est ce qu'il fera. Dernière question, qui sont les nouveaux Confucéens aujourd'hui, en 2016, bientôt 2017? C'est peut-être anachronique, mais est-ce que vous diriez pas du tout. Les nouveaux Confucéens, ils ne sont pas nouveaux, ils sont confucéens, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre les idées de Confucius dans leur vie, et en particulier de se dresser face à la brutalité, d'où qu'elle vienne, face à la violence, surtout quand elle vient du pouvoir. Et vous avez tous vu ce Confucéen, heureusement anonyme, qui en juin 1969 a bloqué une colonne de chars, place Tiananmen. C'est pas un nouveau Confucéen, c'est un vrai Confucéen, et c'est une belle image pour nous donner courage dans ces moments où on se sent un peu abattu par les difficultés de la vie.